OK. Bienvenue au 9e Laïus. Cet après-midi, on va discuter de la régression linéaire simple. Simple parce que on va simplement voir lorsqu'on utilise une variable pour prédire une autre variable. Euh, oui, c'est ça. Le plan de cours de cet après-midi, c'est vraiment le test de régression linéaire simple. On va également voir comment créer une fonction dans R, puis à la fin, j'ai quelques questions. Donc, vous allez recevoir vos notes du TP3 ce soir. Ça s'est bien passé pour la grande majorité d'entre vous, donc j'ai pas vraiment un retour à faire là-dessus. Simplement, juste préciser, j'aimerais simplement préciser que lorsque vous utilisez des tests à l'étape 4, donc c'est-à-dire que vous faites un mini-test, par exemple un mini-test de F pour tester l'équivariance, on l'utilise, on l'utilise de façon bilatérale. C'est-à-dire que tous les tests que vous faites pour tester vos conditions d'application vont tout le temps être testés de façon bilatérale parce que les hypothèses qui sont reliées à ce test-là sont aussi bilatérales. C'est-à-dire que, par exemple, dans le test de F, l'hypothèse nulle, c'est que les variances des deux groupes sont égales et l'hypothèse alternative, c'est que les variances des deux groupes diffèrent. Donc, c'est bilatéral. Et ce, même si le test général, donc le test d'intérêt, est unilatéral. Donc, c'est juste une petite précision. Donc, ici, dans var.test, l'argument alternatif sera tout le temps two-sided lorsqu'il s'agit d'une vérification des conditions d'application. Et j'aimerais aussi juste revenir rapidement sur le R carré. Peut-être je suis allée un peu rapidement la dernière fois, mais c'est simplement pour souligner que lorsque ce R carré, donc c'est la valeur qui se situe, le numéro qui se situe sous COR ici, dans votre sortie R, elle va se situer entre -1 et 1. Donc, 1, ça indique une relation parfaite positive et négative 1 indique une relation parfaite négative. Donc, et plus elle est proche de +1 ou de -1, plus cette relation est forte. Et il y a également une autre façon de simplement avoir le R carré en utilisant la commande core. C'est ce qu'on a fait ici. Donc, ici, pour vous rappeler, on regardait la corrélation entre la masse des testicules des primates et leur masse corporelle. Donc, ça nous donne la même valeur. Donc, je vous mets ça ici, juste comme petit rappel. Et aussi la commande core que vous trouvez ici en bas. Donc, sans faire le test au complet ici en haut, peut être utile dans votre TP lorsque vous devez calculer l'intervalle de confiance de votre pente, de votre TP4. Oui. Oui, c'est aussi le coefficient de détermination. Il y a comme un overlap entre le coefficient de corrélation et le coefficient de détermination. Donc, OK, je vérifierai ça tantôt. Donc, pour aller dans le vif du sujet, donc la régression linéaire, donc c'est un modèle mathématique qui décrit la forme de la relation entre notre variable x, qui est qui est notre variable explicative. Donc, dans notre cas, on n'aura qu'une seule parce qu'on va faire une régression linéaire simple, mais on peut aussi faire des régressions linéaires multiples et avoir plusieurs variables explicatives. Donc, habituellement, c'est la variable, mais en fait, c'est la variable explicative ou la variable indépendante qui va permettre d'expliquer l'autre variable, c'est-à-dire la variable y. La variable explicative, elle peut être aléatoire, mais on connaît sa valeur avec une grande précision ou elle peut être contrôlée. Donc, lorsqu'elle est contrôlée, c'est nous qui allons fixer sa valeur.
La variable y, c'est notre variable réponse ou notre variable dépendante. Elle est aléatoire parce que, évidemment, si notre but est de faire une prédiction, on ne va pas essayer de prédire quelque chose qui est contrôlé. Donc, dans le fond, la méthode, le modèle régressif, c'est d'observer comment notre variable x affecte y et non pas dans l'autre sens, c'est-à-dire comment y affecte x, parce que en fait, on essaie de prédire y à partir de x. Donc, quand on avait vu la corrélation entre x et y avec la corrélation de Pearson ou de Kendall, dans ces cas, la corrélation entre x et y est égale à la corrélation entre y et x. Tandis que quand on fait une régression, on modélise l'effet que x a sur y, qui ne pourrait pas être le même effet que y a sur x. Donc, c'est ça. Et donc, le principe, c'est qu'on recherche une droite qui a cette équation, donc y est égal à ax plus b, donc a étant la pente et b leur données à l'origine. Donc, on a nos données ici qui sont représentées par les points noirs, donc c'est les valeurs x et y qu'on a mesurées. Et ces données ont deux composantes. Il y a la composante déterministe, donc qui est expliquée par la variable y qu'on veut modéliser par notre droite de régression. Et il y a la composante aléatoire, donc il y a la variation que le modèle n'explique pas. Donc ça, c'est dû à la variabilité stochastique de notre environnement. Donc, on a en fait un certain écart. Donc, ces bâtons rouges représentent ces écarts qu'on appelle les résidus et c'est l'écart des valeurs entre notre Y, donc notre valeur observée, et Y chapeau, qui est l'estimé qui est prédit par notre modèle. Donc, on veut une droite, dans le fond, avec le moins d'écart entre chaque donnée. Donc, oui, donc ça, c'est nos données et nous, on veut simplement une droite qui va avoir le moins d'écart entre nos données. Donc, on utilise le principe des moindres carrés. Donc, la méthode, c'est qu'on choisit une droite pour minimiser la somme des carrés des erreurs. Donc, les erreurs, c'est la différence entre ce que le modèle produit et les vraies valeurs qu'on a dans nos données. Donc, on veut le moins de résidus possible et on veut que tous ces écarts soient le plus petit possible. Puis, lorsqu'on calcule les écarts, on les met au carré pour éviter d'avoir un chiffre négatif, puis on fait une somme de ces écarts. Donc, ça ressemble un peu à la variance et ça nous donnera le meilleur modèle, donc celui qui minimisera la somme de tous les résidus. Donc, en fait, il y a plusieurs droites qui pourraient passer à travers nos données, mais il y en a juste une qui permet de réduire la somme des carrés des résidus. Et donc, avoir une meilleure prédiction. Donc, il y a plusieurs paramètres dans la régression linéaire. Donc, il y a le B1, donc, qui est égal à la covariance divisée par la variance de X. Donc, ça fait du sens parce que la covariance, ça donne une idée de la dispersion conjointe des points et le nuage des points qu'on a. Et on va estimer Y à partir des valeurs de X. Donc, on veut tenir compte de la variabilité de X. Et c'est pour ça qu'on met la variance de X au dénominateur. Et ici, pour trouver leur donnée à l'origine, on a simplement isolé le B0 de notre équation de droite pour le trouver. Et on a ici la même formule que la corrélation linéaire de Pearson, donc la covariance divisée par la variance de X fois la variance de Y, qui nous indique notre R carré qui indique également la qualité de notre modèle. Donc, on peut assez facilement passer de la pente à la corrélation de Pearson. Donc,
la régression linéaire et la corrélation de Pearson sont un peu comme des tests cousins. Mais l'objectif des deux tests est différent, donc on aura rarement la même valeur de R de Pearson et de B. Donc, c'est ça, le R carré, ça mesure la proportion de la variation de Y expliquée par la variation de X. Donc, ça nous donne une idée de la qualité de notre modèle. Donc, comme j'ai dit tantôt, on va voir la régression linéaire simple. Donc, on va avoir une variable explicative pour une variable réponse. Donc, notre exemple, c'est des patients qui ont subi une revascularisation d'artères coronaires par gonflage d'un ballonnet et pour pose d'un stent, donc à la suite d'une thrombose de l'artère. Le but de la recherche présentée ici consiste à déterminer s'il est possible d'estimer le diamètre final du lumen de l'artère à la fin de la période d'observation, donc qui est la colonne diam fin en millimètres, donc notre variable réponse, à partir des variables explicatives candidates suivantes. Donc, on en a 4. On a le diamètre de lumen avant, ça devrait être avant la pose du stent, donc diamètre initial en millimètres, la longueur de la lésion artérielle, l'âge du patient et la durée d'observation. Donc, comme j'ai déjà dit, notre variable réponse, c'est le diamètre final et nos variables explicatives sont les 4 que je viens d'énumérer. Donc, pour avoir un aperçu de notre tableau, on peut utiliser la commande head, donc qui nous affiche les 5 colonnes que vous voyez ici. Donc, on a notre diamètre final, le diamètre initial, la durée d'observation, la longueur de la lésion artérielle et l'âge des patients. Donc, ici, le but de cette expérience, c'est de déterminer si on peut estimer le diamètre final du lumen de l'artère à la fin de la période d'observation. Donc, on veut prédire notre variable réponse à la fin de cette période d'observation. Donc, pour ça, on va construire un modèle de régression linéaire avec uniquement le diamètre initial du lumen comme variable explicative. Donc, pour faire ça, dans le fond, on va utiliser la commande LM qui est pour Linear Model. Donc, ça va vous permettre de construire une régression linéaire et trouver la droite qui minimise l'écart au carré des résidus. Donc, si vous faites là, ici, ce qu'on a montré, c'est qu'on a passé la commande LM dans un objet. Mais si vous faites simplement LM, ça ne vous, il n'y aura pas de sortie R. Il faut placer LM dans un objet et par la suite faire summary de ce objet. Donc, dans LM, vous devez indiquer, ici on a mis vecteur 2, le til ici représente en fonction de vecteur 1. Donc, c'est Y en fonction de notre variable X. Donc, bien important de placer le Y en premier et par la suite notre variable indépendante. Donc, c'est ce qu'on a fait ici. Donc, dans un objet appelé modèle, on a placé la régression linéaire du diamètre final de l'artère en fonction de notre variable explicative, donc le diamètre initial. Et pour ce test, il y a 4 conditions d'application, dont l'indépendance des observations, avoir des variables quantitatives, la normalité des résidus et l'homocydacité. Et aussi, il faut chercher une relation linéaire et pas d'autres types de relations. Donc, donc, on va vérifier ces conditions d'application. Donc, on sait qu'on a des données indépendantes, il n'y a pas de lien entre chaque patient. Les variables sont quantitatives. Okay. Et pour la normalité des résidus, donc on va utiliser la même fonction que le Shapiro.test qu'on utilisait pour les tests T de student. Et cette fois-ci, c'est bien important,
de tester la normalité des résidus. Donc, ce qui implique ajouter la commande réside devant notre modèle. Donc, je vous rappelle que le modèle, c'était l'objet dans lequel on a placé notre commande, notre fonction lm. Donc ici, on a une p-value de 0,3397, donc qui est supérieure à notre alpha de 0,05. Donc, on ne rejette pas notre hypothèse nulle. Donc, ça indique une distribution normale de nos résidus. Donc, la condition peut être considérée remplie. Par la suite, il faut tester l'homocédacité, donc l'homogénéité de la variance. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? Dans le fond, en fait, c'est un test qui se fait de façon visuelle. Il existe des tests mathématiques plus poussés, mais pour le but de ce cours, on va le faire de façon visuelle parce que de toute manière, même les tests mathématiques, il n'existe pas un consensus pour quel test utiliser. Donc, avec plot, on va mettre fitted values. Donc, ça va nous aider à faire un graphique avec les valeurs les valeurs fitées de notre modèle en fonction des résidus qui sont contenus dans notre modèle. Donc, les fitted values vont se retrouver sur l'axe des X et les résidus de notre modèle en Y. Par la suite, avec la commande lines, on va ajouter la ligne rouge qu'on voit ici. Donc, pour ça, encore une fois, on reprend nos variables Y et X qu'on a mis ici. Puis, on utilise la commande LOS. Donc, LOS, c'est un lisseur. Donc, ça permet de montrer s'il y a une tendance avec les points. Et en fait, si c'est parfaitement aléatoire, la ligne sera horizontale ou presque. Et s'il y a une tendance, la ligne va se déformer un peu. Donc, c'est ça. Avec la commande lines, vous ajoutez la ligne rouge. Donc, ici, l'argument col égale red simplement pour la couleur de la ligne. Et donc, ce qu'on cherche, c'est d'avoir cette ligne rouge avec une pente qui est quasiment de zéro et que les points autour de cette ligne soient dispersés également de part et d'autre de la ligne rouge. Donc, une distribution aléatoire. Donc, comme je disais, donc l'homogénéité de la variance est vérifiée de manière visuelle et il y a d'autres façons également. Donc, dans ce cas-ci, la condition peut être considérée remplie. Et il y a aussi avec la commande, là je ne le montre pas dans la liste, mais avec la commande abline, c'est une commande qui peut aussi marcher pour vérifier cette condition. Donc une autre façon de vérifier cette condition, c'est un peu plus simple, c'est simplement en faisant plot de votre modèle. Donc, la fonction plot est directement adaptée à l'analyse qu'on fait et vous pouvez donc simplement l'utiliser directement. Donc, ici, la fonction par, c'est simplement pour qu'on puisse visualiser, en fait, pour que lorsque la fenêtre s'ouvre dans R, les graphiques sont placés deux par deux, comme c'est le cas ici. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment le premier graphique. Donc, ça montre la dispersion des résidus en fonction de notre valeur de Y. Donc, on veut une bonne dispersion des points. Donc, dans le fond, on regarde la même chose. Donc, la pente de la droite ici est proche de 0 et il y a une distribution égale de part et d'autre de cette pente, mais de cette droite. Et si vous faites cette fonction et vous ne faites pas le par, vous ne mettez pas la première ligne ici,
euh, R va vous ouvrir les quatre graphiques de manière séquentielle chaque fois que vous faites Enter. Donc, vous pouvez aussi simplement ajouter un autre argument après plot, donc which égale 1, donc WHICH égale 1. Et ça va simplement vous donner le premier graphique qui nous intéresse. Donc, pourquoi on teste cette condition? C'est que le but ici, c'est de prédire les valeurs de notre variable Y. Donc, pour avoir une certaine fiabilité de notre prédiction, on doit s'assurer que les variances sont égales dans nos jeux de données. Donc, là, on va regarder ce que R va nous sortir lorsqu'on fait Summary. Donc, Summary, ça permet d'aller chercher les résultats simplifiés de notre modèle de régression qu'on a utilisé. Donc, il y a trois parties. Donc, la première partie, dans le fond, ça nous rappelle simplement notre modèle de régression, donc le LM qu'on avait utilisé avec notre variable Y et notre variable X. Par la suite, on a des informations sur les résidus. Donc, ça, on n'a pas besoin de trop s'en préoccuper. Et ici, on a les paramètres de régression. Donc, on a notre intercept notre intercept correspond à l'ordonnée à l'origine, donc notre B0. Et ça, artère, signe de pièce, diamètre initial, c'est la pente. Donc, voilà. Le STD-error, c'est l'erreur type lié à chacun de ces variables. Par la suite, on a une statistique de student des deux paramètres. Et finalement, on a la p-value qui est associée à l'ordonnée à l'origine et à la pente. Donc, ça vous dit si c'est significativement différent de 0. Donc, ici, si j'ai une pente qui est, donc, la valeur, l'estimé de la pente qui est positive, ça veut dire que j'aurai une relation positive. Et la probabilité reliée à cette pente est plus petite que 0,05. Donc, on peut rejeter l'hypothèse nulle dans ce cas-ci. Cependant, avec l'ordonnée à l'origine, la p-value est plus grande que 0,05, donc on la rejette. Donc, elle n'est pas significativement différente de 0. Puis en bas ici, vous avez simplement les codes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire les étoiles correspondant ici. Donc, une pente significative, donc c'est ça, notre hypothèse nulle, c'est que la pente ne diffère pas est égale à 0 et notre hypothèse nulle, c'est que la pente diffère de 0. Donc, si on rejette notre hypothèse nulle à un seuil alpha, ça veut dire qu'on va conclure que la pente est significativement différente de 0. Par la suite, on peut avoir des tests qui sont unilatérales à gauche ou à droite. Donc, si notre hypothèse nulle indique qu'on cherche une pente plus grande que 0, en fait, si notre hypothèse alternative indique qu'on cherche une pente plus grande que 0 et qu'on rejette notre hypothèse nulle, ça veut dire que la pente est significativement plus grande que 0. Et l'inverse est vrai si on fait un test unilatéral à gauche, puis que notre hypothèse alternative indique qu'on cherche une pente qui est plus petite que 0. Donc, si on poursuit avec l'analyse du modèle, oui, attends, comment on peut spécifier ce R si c'est unilatéral ou bilatéral? En fait, pour ce test, vous ne spécifiez pas,
Mais c'est vraiment lorsque vous êtes à l'étape 2 puis que vous faites vos hypothèses que c'est vous qui allez déterminer ce que vous cherchez, puis vous allez voir en fonction de la sortie R, lorsque vous faites summary, les p-values associées à vos comptes. Donc, ici, on a l'archétype de nos résidus et le degré de liberté qui sont associés. Donc, ici, on a 339 degrés de liberté. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire combien d'éléments j'ai dans mon jeu, dans mes données, dans le fond? Oui, c'est ça, 341. Par la suite, on a le R carré. Donc, on peut simplement regarder le R carré ajusté. Donc, c'est la partie de la variation de Y qui est expliquée par X. Donc, ça donne la proportion de variance expliquée en pourcentage. Et vous avez la p-value. La p-value qui nous indique si le modèle global est significatif. Et dans le fond, la statistique F, elle sert de faire un test sur la variance, donc la variance totale de nos données. Et donc, on peut séparer en deux parties, donc une partie de nos données qu'on peut expliquer et l'autre qu'on ne peut pas. Et si j'arrive à expliquer plus de choses que je n'arrive pas à expliquer, dans ce cas-là, notre modèle va être significatif. Donc, on va comparer la variance expliquée, donc le CMA, sur la variance pas expliquée, le CME. Et si ma variance n'explique pas plus que les résidus, elle sera égale à 1. Donc, dans le fond, le R carré, ça indique si mon modèle est bon, donc c'est-à-dire si j'explique beaucoup ou pas. Et la p-value indique si le modèle global est significatif ou non. Donc, c'est possible que mon R carré explique une portion significative. Dans le fond, la p-value indique si mon R carré explique une portion significative de Y. Donc, la p-value, ça indique la probabilité, s'il n'y a pas de relation du tout, d'avoir autant de variations qui est expliquée. Mais dans le fond, on peut avoir un modèle qui peut expliquer presque rien, donc avoir un R carré faible, mais qui peut quand même être significatif au niveau de la p-value. Et on peut avoir l'inverse, ça veut dire un modèle qui peut expliquer beaucoup, donc un R carré élevé, mais qui peut ne pas être significatif. Donc, le R carré, donc il s'agit donc de la proportion de la dispersion expliquée, donc le SCR, par rapport à la dispersion totale, donc le SCT. Et il est égal au carré du coefficient de corrélation linéaire entre X et Y. Donc, c'est pas mal ça. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un modèle significatif? Donc, en fait, on fait un test de F de Fisher sur le modèle. Donc, notre hypothèse nulle, c'est que la variance qui est expliquée par la régression, donc par notre modèle, est égale à la variance des résidus, donc des erreurs, donc le CME. Tandis que notre hypothèse alternative, c'est que la variance expliquée par notre modèle est plus grande que la variance des erreurs. Donc, on veut rejeter notre hypothèse nulle, car si on le rejette, ça veut dire que la variance qu'on explique par notre modèle est supérieure à celle des résidus. Donc, les résidus, c'est comme la variabilité de notre échantillon, donc la distance entre chaque point et le modèle, donc les bâtons rouges qu'on voyait tantôt sur le graphique. Et avec notre modèle, on a minimisé au maximum la longueur de ces bâtons rouges. Donc, la façon de vérifier si notre modèle est juste, c'est de comparer les résidus avec la variance expliquée. Donc, si les résidus, en fait, si la variance des résidus sont plus grands que la variance expliquée, le modèle n'est pas vraiment fiable puisque
on a simplement forcé un modèle, mais même comme on n'explique pas par ça, tout ce que ce modèle explique est plus faible que la variance des points autour du modèle. Et s'il y a un lien entre les deux variables, donc c'est-à-dire si notre hypothèse nulle est rejetée, dans ce cas-là, notre variance expliquée par la régression, par notre modèle, va être supérieure à la variance des erreurs. Donc, c'est ça. Donc, comme on disait tantôt, l'heure donnée à l'origine ici n'est pas significativement différente de 0 parce que sa p-value est plus grande que 0,05, tandis que la pente est significativement différente de 0. Et ici, on a une pente positive. Donc, oui, le R carré ajusté, donc c'est la variance de Y qui est expliquée par X. Donc, ici, on a 61,1% et notre p-value de notre modèle global qui est significatif car il est plus petit que 0,05. Donc, à l'étape 8, on peut permettre de rejeter notre hypothèse nulle. Donc, c'est ça. Pour déterminer si notre modèle global est significatif, on se base sur la p-value, donc qui est liée à notre statistique F. Et ici, la conclusion de ce test, de cette régression linéaire simple, serait que, dans le fond, comment on répondrait à cette question, c'est que le diamètre final augmente car le coefficient du diamètre initial du lumen est positif et significatif. Donc, l'équation du modèle serait la suivante. Donc, Y chapeau égale 0,35 X plus 0, étant donné que notre ordonnée à l'origine n'était pas significative, mais notre pente B1 est significative. On peut par la suite tracer un diagramme de dispersion de nos données avec la droite de régression linéaire de notre modèle. Donc, pour faire ça, on utilise la commande plot. On met notre diamètre, notre variable x, notre variable y et on nomme les axes. Par la suite, on peut ajouter la droite de régression avec la commande lines. Donc, dans la commande lines, on met notre variable x. Par la suite, on veut les fitted values de notre modèle en y et on peut choisir la couleur de notre droite. Donc, ça nous donnerait quelque chose comme ça. Donc, dans le fond, la commande plot, ça nous donnerait tout ça sur la droite et avec lines, ça nous permet d'ajouter cette droite. Et finalement, pour l'intervalle de confiance de la pente, elle se calcule, comme vous voyez à l'écran, avec donc B1 moins la valeur critique de la statistique T fois la racine carrée de la variance de B1. Donc, dans le fond, l'intervalle de confiance de B1, ça permet de vérifier si une valeur de pente prédite par la théorie ou par des expériences précédentes se trouve effectivement à l'intérieur de l'intervalle de confiance calculé pour un seuil alpha donné sur un jeu de données. Donc, vous avez à faire ça pour votre TP4, c'est-à-dire calculer l'intervalle de confiance pour une pente. Donc, les paramètres que vous allez avoir besoin, c'est le R qui se retrouve ici. Donc, que vous pouvez obtenir avec la commande COR. Le B1 qui est la pente qui se retrouve dans le summary du modèle. Le N qui est le nombre d'observations, donc vous pouvez utiliser la fonction length. Le S ici qui est l'écart type. Le T qui est la statistique T calculée avec un degré de liberté et une probabilité alpha. Donc avec la fonction QT, vous pouvez obtenir cette
statistique T, et l'alpha, dans le fond, qui est le seuil de rejet. Donc, je pense que j'ai dit le VAR, c'est égal à la variance, mais non, c'est égal à l'erreur type, je suis désolée pour ça, qui est indiqué par la formule que vous voyez à l'écran en haut ici. Donc, qui implique utiliser le coefficient de corrélation et l'écart type et le nombre d'observations. Maintenant, on va voir comment on peut créer une fonction dans R. Donc, dans le fond, les deux fonctions de permutation que vous avez utilisées donc, pour le test de student et aussi pour le test de corrélation, c'était des fonctions qui ont été écrites à la main. Donc, n'importe qui peut écrire des fonctions. Donc, pour commencer, il faut faire appel à la fonction. Donc, il faut la sourcer avec la commande source. Et on doit écrire le nom du fichier qui va s'afficher dans le script pour l'exécuter. Donc, par exemple, si on veut faire une fonction qui va nous calculer la moyenne. Donc, ça, c'est un peu redondant parce qu'il existe déjà une fonction, la commande min qui permet de faire ça dans R, mais on l'a simplement fait ici pour montrer un exemple. Donc, dans l'objet moyenne, on place la commande function et dans function, on a mis vecteur. Ça veut dire que on doit indiquer un vecteur AR pour qu'elle puisse calculer la moyenne. On commence avec, après ça, on commence avec ce type de parenthèse et on indique les différentes composantes qui vont être nécessaires à notre fonction. Donc, pour calculer la moyenne, on a besoin de savoir le nombre d'éléments total. Donc, on fait ça avec un length du vecteur. Donc, le vecteur, c'est ce qu'on va décider. Et on place ça dans un objet n. On fait la somme du vecteur, donc avec sum, et on place ça dans un objet sum. Et finalement, on va simplement diviser la somme ici par le nombre d'éléments pour nous donner la moyenne. Avec la commande return, on veut que R nous sorte la moyenne, donc on indique ça en plaçant l'objet MOY ici. Par la suite, on a le début de la fonction, le milieu et la fin. Et donc, on doit sourcer notre fonction avec la commande source. Donc, il faut faire ça dans un nouveau script et on va utiliser, et par la suite, on peut tester la fonction. Donc, on peut créer un vecteur. Donc, ici, en utilisant la commande combine, on a créé un vecteur avec des chiffres aléatoires. Et on a utilisé notre commande moyenne après l'avoir sourcée. Puis on a mis notre vecteur SC dedans, puis ça nous sort la moyenne. Et on peut la contre-vérifier avec la commande qui est déjà intégrée dans R, donc min, et ça nous sort la même moyenne. Donc, on peut faire ça avec il y a un nombre infini de possibilités. Donc, ici, on a une commande qui s'appelle salut et on a placé un X dedans. Donc, par la suite, on a utilisé la commande cat qui est pour category et c'est souvent utilisé pour rentrer du texte. Donc, ici, on a mis bonjour X, on a sauté une ligne, virgule X. Donc, on a encore les mêmes, le début, milieu et la fin. Et donc, on source notre commande. Puis quand on l'utilise, ben, ça nous sort ce qu'on avait écrit, donc le bonjour. Et ici, ça nous a mis les chiffres, étant donné que c'est le vecteur SC contenait des chiffres, mais on peut mettre autre chose aussi. Je ne pense pas que vous avez une fonction à faire dans votre TP, mais s'il y en a parmi vous qui suivent Biostat 2,
il y en a une à faire au premier début. Donc ça, c'est la fin du LAIS. Là, j'ai seulement quelques questions quiz. OK. Donc, en fait, j'ai fait, c'est des questions par rapport au type d'erreur 1 et 2. Et c'est des notions quand même importantes pour ce cours et aussi pour l'examen. Donc, la première question, c'est une erreur de type 1 arrive quand, et vous avez trois choix, donc quand l'hypothèse nulle est rejetée mais ne devrait pas être rejetée, quand l'hypothèse nulle n'est pas rejetée mais devrait être rejetée, et quand un test statistique est incorrect. Donc, un dernier 5 secondes. Oui, c'est ça. Donc, la réponse était A. La majorité d'entre vous l'ont eu. Donc, euh, l'erreur de type 1, c'est dans le fond quand l'hypothèse nulle est rejetée, mais ne devrait pas l'être. Un instant. Ouais. Donc, l'erreur de type 2. Même question, mais pour l'erreur de type 2. OK. 5 secondes. Oui, tout le monde l'a eu. Donc, c'est parfait. OK. Donc, la signification de alpha va déterminer la probabilité d'une erreur de type 1, la probabilité d'une erreur de type 2 ou la puissance. OK. Oui, dans le fond, c'est la probabilité de type 1. Donc, ici, il y avait des bouteilles d'eau qui indiquaient d'avoir un volume de 12 onces. Il y a un groupe de clients qui soupçonnent que les bouteilles sont sous-remplies et planifient de faire un test. Donc, une erreur de type E dans cette situation voudrait dire que là, vous avez trois choix. Donc, le groupe de clients conclut que les bouteilles ont moins que 12 onces quand la moyenne est actuellement de 12 onces, que le groupe de clients ne conclut pas que les bouteilles ont 12 onces quand la moyenne est réellement de moins que 12 onces ou que le groupe de clients a des preuves que l'indication est incorrecte. OK, 5 secondes. Oui, donc la majorité ont eu la réponse. Donc, c'était le premier énoncé qui indiquait une erreur de type 1. Donc, il conclut que il rejette l'hypothèse nulle, c'est-à-dire que la moyenne correspond à 12 onces quand elle est vraie. Mhm. Donc, une erreur de type 1 peut arriver quand l'hypothèse nulle est incorrecte, correcte ou soit incorrecte ou correcte.
Ok, 5 secondes. Dans le fond, la réponse ici, c'est lorsque l'hypothèse nulle est correcte. Parce que l'erreur de type 1, ça implique qu'on a rejeté l'hypothèse nulle alors qu'elle est vraie. Donc, c'est une erreur qui arrive lorsque l'hypothèse, c'est ça, lorsque l'hypothèse nulle est vraie. Même question pour l'erreur de type 2. Oui, c'est ça, la majorité l'ont eu. Donc, c'est-à-dire lorsque l'hypothèse nulle est incorrecte. Parce qu'on n'a pas rejeté l'hypothèse nulle alors qu'on devrait la rejeter. Hum. Donc, si le niveau de seuil alpha est augmenté, euh, la chance d'avoir une erreur de type 1 sera pareille, diminuera ou va augmenter. OK. Oui, donc si on augmente alpha, on va augmenter notre chance d'avoir une erreur de type 1. Donc, ça correspondait à la réponse C. Et même question pour si on augmente alpha. hum, Quelle sera la chance d'avoir une erreur de type 2? Oui, donc la chance d'avoir une erreur de type 2 va diminuer. Donc, ça marche de façon réciproque avec le type 1. Donc, le type 1 va augmenter parce que plus on augmente alpha, notre seuil alpha, euh, plus on a de la chance de rejeter l'hypothèse nulle. Donc, plus on a de la chance de rejeter l'hypothèse nulle alors qu'elle est vraie. OK, la puissance d'un test peut être augmentée par. OK. Oui, dans le fond, en utilisant un plus grand échantillon, on peut augmenter la puissance d'un test parce que la puissance, ça correspond à la probabilité qu'un test rejette correctement l'hypothèse nulle lorsque l'hypothèse alternative est vraie. Donc, c'est la probabilité d'éviter d'avoir un faux négatif. Donc,
Donc, ici, on a une situation où les employés dans un gym font un test de la qualité d'eau dans la piscine. Donc, si les niveaux de contaminants sont trop élevés, la piscine doit fermer temporairement pour qu'ils puissent réaliser un traitement d'eau. Donc, les hypothèses correspondant à ce test, donc l'hypothèse 9, c'est que la qualité d'eau est acceptable et l'hypothèse alternative, c'est que la qualité d'eau n'est pas acceptable. Donc, quel niveau de alpha devrait-il utiliser pour réduire la probabilité de l'erreur la plus dangereuse? OK. OK. Donc, les réponses sont plus réparties dans cette question. On va la décortiquer dans le diapo qui suit. Dans le fond, la bonne réponse, c'était la réponse C. Donc, dans ce cas-ci, quelle serait, dans la même situation, quelle serait la conséquence d'avoir une erreur de type 1? Ils vont traiter l'eau pour rien. Allô? Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Dans le fond, je voulais que vous répondiez par le sondage, mais vous avez la bonne logique. Oh my God, je m'excuse. Non, c'est pas grave. OK, donc je vais mettre fin au vote. Donc, c'est ça, oui. Donc, la réponse, c'est que la piscine va fermer, puis quand elle aura, quand elle ne devrait pas avoir besoin d'être fermée, et donc ils vont faire un traitement d'eau à la piscine lorsque ça n'est pas nécessaire. Et quelle serait l'erreur de type 2? Oui, exactement. Donc, tout le monde a mis que la piscine, mais en fait, la piscine n'est pas fermée quand elle devrait l'être fermée. Donc, que le niveau de contaminant est élevé. Donc, on a rejeté l'hypothèse nulle, mais qu'on a aussi, c'est pas ça qu'on a détecté avec le test. Donc, on n'a pas fermé la piscine alors qu'elle devrait être fermée. Donc, la façon de penser à cette question, c'est donc, en termes de sécurité, quelle erreur a une conséquence plus dangereuse? OK. Je pense que vous avez saisi la logique. Donc, l'erreur de type 2 est plus néfaste parce que la conséquence serait que des gens nagent dans de l'eau contaminée, qui est plus dangereux que l'erreur de type 1, qui est simplement faire un traitement d'eau alors que ce n'est pas nécessaire. Donc, si je vous repose la même question, donc quel niveau de seuil alpha devrait-il utiliser pour réduire la probabilité? En fait, j'ai déjà donné la réponse. Donc,
en fait, on utiliserait un alpha de 0,1. Donc, on augmente, mais on utilise l'alpha le plus élevé parmi les trois choix parce qu'on augmente et en faisant ça, on augmente la probabilité d'avoir une erreur de type 1, mais on réduit la probabilité d'avoir une erreur de type 2 qui, dans ce cas-ci, est plus dangereuse. Donc, ouais, je voulais juste passer à travers ça parce que c'est des notions importantes à comprendre pour quand on fait de la recherche et aussi pour l'examen. Donc, dernière question. Donc, ici, il y a une situation où les obstétriciens utilisent des tests qui mesurent le niveau d'estradiol dans un échantillon d'urine, dans un échantillon d'urine pris par des femmes enceintes qui sont proches, euh, qui ont porté leur grossesse à terme, parce que le niveau d'estradiol a été trouvé à être lié au poids du nouveau-né. Donc, ça pourrait fournir des preuves un peu indirectes s'il y a un fœtus anormalement petit. Donc, quel test statistique utiliserez-vous dans ce cas-ci? OK, un dernier 5 secondes. OK. Dans le fond, la bonne réponse ici, c'était une régression linéaire euh, parce qu'on cherche comment le niveau d'estriol peut prédire le poids du fœtus. Oui, mais là, on présuppose déjà qu'il y a une relation linéaire entre ces deux variables-là. Oui, Ouais, mettons. c'est corrélation de Pearson. Mais... Oui, je comprends d'où les gens qui ont mis corrélation de Pearson, la logique également. Puis oui, je suis d'accord qu'ici, la direction de X qui essaie de prédire Y n'est pas très évidente. Oui, mais ça peut être une relation quadratique, là, je ne sais pas. Oui, je suis d'accord que ce n'est pas mentionné que la relation est linéaire entre les deux variables. Donc, vous avez la sortie suivante. Donc, dans le fond, qui vous donne le graphique suivant relié mais à la droite, relié à ce jeu de données. Et donc, la prochaine question, c'est que quel est environ le poids à la naissance du bébé d'une femme enceinte qui a un niveau d'estriol de 15 mg? Vous pouvez l'écrire dans le chat. Oui, c'est ça. Donc, 30,64. Donc, euh, vous connaissez l'équation de la droite. Donc, vous avez la pente qui est de 0,6082. Donc, vous faites ce numéro fois 15 plus le 21,52 qui est leur donné à l'origine ici. Et maintenant, si on
dit qu'un petit poids à la naissance, oui, c'est ça, 3064 grammes. Oui, il y a comme, dans le fond, le poids de la naissance, les unités ne sont pas directement des grammes, c'est des grammes divisés par 100. Donc, la deuxième question, c'est que le petit poids à la naissance est défini comme étant plus petit que 2500 grammes. Donc, pour quel niveau d'estriol est-ce qu'on prédirait un poids de 2500 grammes? Oui, c'est ça. Donc, 5,71 milligrammes par 24 heures, si on veut être spécifique avec les unités. Et donc, dernière question, comment est-ce que vous interprétez la pente de la régression linéaire qui démontre la relation entre le niveau d'estriol et le poids à la naissance? On ne peut pas prédire à l'extérieur des données. OK. Ben, je sais pas, on avait vu en classe qu'on ne peut pas prédire quand c'est. Ah, vous dites pour le 2500? Le Ouais. 2500? Ah, OK, OK. Parce qu'on sort à l'extérieur des données expérimentales. OK. Ben, en tout cas, OK. peut-être qu'on peut y aller, mais pas trop loin. C'est bon. OK. Anyways, je checkerai ça. Je n'étais pas au courant de ça, merci. Donc, la façon d'interpréter la pente, c'est dans le fond, la pente de 0,608 nous dit que le Y, donc le poids, augmente par 0,61 unités par 1 milligramme par 1 milligramme d'estriol, 1 milligramme par 24 heures d'estriol. Donc, le poids prédit augmente par 61 grammes pour chaque milligramme par 24 heures d'estriol. Donc, c'est comme ça que vous devez l'interpréter. Et donc, vous pouvez faire toutes les questions au TP4. Donc, c'est sur la corrélation et sur la régression linéaire et c'est à remettre pour ce jeudi. On peut prendre une pause de 10 minutes et vous pouvez revenir à 14h15. Et à ce moment-là, Laurence et moi pourrons répondre à vos questions. Dans quel ouvrage se trouvent ces exemples? Oui, c'est vrai que j'ai oublié de mettre la référence sur ce diapo. Cette fois-ci, je les avais mis une autre fois. Je vous reviens avec ça lors de la séance d'aide, juste après la pause. De rien. À tantôt.